En octobre 2025, sous le soleil cru de Tindiban, le désert a tremblé, comme si la chaleur elle-même portait l'annonce d'un basculement. Ce jour-là, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas seulement déclenché des salves, il a renversé une trajectoire que l'on disait fatale pour son peuple et pour une région habituée aux enterrements. Comment un fils de la poussière du Burkina Faso a-t-il transformé la peur diffuse en puissance coordonnée, puis en une doctrine pragmatique capable d'unir trois armées? Le Sahel, longtemps réduit au murmure des deuils, s'est levé d'une seule voix, imposant un récit nouveau que personne n'osait lui accorder hier. La promesse de Ibrahim Traoré n'était pas celle d'un discours héroïque, mais d'une reconstruction mesurable. Dans les plaines du Sahel, il affirma « Nous n'attendrons plus que d'autres écrivent notre sécurité ». Cette déclaration marquait un tournant, transformer une victoire militaire en méthode durable, une doctrine de souveraineté pratique. Le risque était colossal. Échouer signifierait replonger des millions d'habitants dans le cycle du doute et de la dépendance. Mais la récompense, elle, était claire. Regagner la dignité perdue, prouver que trois nations africaines pouvaient concevoir, exécuter et sécuriser un plan commun sans parrain étranger. Les enjeux dépassaient la ligne de front. Agriculture, école, commerce, tout reposait sur cette stabilité naissante. Derrière chaque missile, il y avait une équation économique. Derrière chaque discours, une attente humaine. Si le pari de Tindiban tenait, alors le Sahel ne serait plus un champ de bataille, mais un laboratoire de souveraineté. Et cette idée, fragile mais réelle, portait déjà le poids d'un continent en éveil. Le premier signe du basculement est venu en silence. 2 semaines avant Tindiban, les services de renseignement du Burkina Faso et du Mali avaient intercepté des messages chiffrés annonçant un convoi armé traversant le nord du Sahel. Cette donnée, apparemment anodine, allait changer l'histoire. Pour la première fois, 3 armées africaines partageaient leur flux d'informations sans intermédiaire étranger. Ce fut la mini-révélation que cherchait Ibrahim Traoré. La souveraineté pouvait aussi se mesurer en gigaoctets. Les chiffres suivirent. 312 drones de surveillance, 9 centres de coordination, 3 chaînes logistiques fusionnées en moins de 48 heures. Derrière ces nombres, un mot d'ordre, rapidité. Dans une région où chaque décision prenait jadis des semaines d'attente diplomatique, le réseau AES permit des réactions en temps réel. Ce contraste presque brutal marqua la rupture entre dépendance et autonomie. Pour comprendre la portée de cette mutation, il faut revenir sur le contexte. Depuis 2013, la lutte contre les groupes armés reposait sur des forces extérieures dont la présence s'était peu à peu confondue avec la lassitude des populations. Les villages d'Arbinda, de Tessit ou de Tindiban vivaient sous la menace constante des raids nocturnes. Les familles enterraient leurs morts en silence pendant que les chancelleries rédigeaient des communiqués. C'est dans cette inertie que Ibrahim Traoré forgea sa conviction. La paix importée ne prend jamais racine. Ainsi naquit l'idée d'une alliance du terrain, ancrée dans la connaissance locale et la technologie artisanale. Les ingénieurs sahéliens relièrent 3 capitales par un maillage de fibres et d'ondes. Les officiers, souvent formés à l'étranger, revinrent enseigner des méthodes adaptées à leur propre géographie. Ce mélange d'intelligence humaine et de pragmatisme régional posa les bases d'une doctrine nouvelle: frapper vite, décider ensemble, rendre compte aux civils. Le décor était planté. Tindiban ne serait pas une bataille improvisée, mais la démonstration méthodique qu'une Afrique coordonnée pouvait reprendre la main sur son destin. Au cœur de cette stratégie, un visage s'impose. Ibrahim Traoré, jeune officier devenu symbole d'une souveraineté en actes. Ce n'est pas seulement un commandant, c'est un catalyseur. Dans les premières heures de l'opération, il choisit de quitter Ouagadougou pour s'installer dans un poste avancé près de la frontière malienne. Ce geste, simple mais risqué, envoya un message clair. Le commandement ne se mène plus depuis des bureaux climatisés, mais depuis la poussière du terrain. À ses côtés, des figures moins connues prirent une place décisive. Ingénieurs, logisticiens, analystes. L'un d'eux, un jeune technicien de Niamey, expliqua avoir transformé un drone civil en outil de cartographie militaire grâce à des composants récupérés sur un marché local. Ces actes minuscules, additionnés, firent basculer la dynamique du conflit. Pour la première fois,
la créativité africaine remplaçait la dépendance technologique. Dès la première semaine, les villages de la zone frontalière sentirent le changement. Les routes, jadis coupées par la peur, virent circuler des camions de ravitaillement escortés par des soldats sahéliens. Les habitants saluaient les convois, étonnés de voir des uniformes africains agir seuls, sans insignes étrangers. Ibrahim Traoré, en observant ces scènes, comprit que la victoire ne se mesurait pas seulement en kilomètres repris, mais en confiance restaurée. La dynamique était enclenchée, un leadership visible, une méthode éprouvée et surtout un peuple qui commençait à y croire. Le Sahel, pour la première fois depuis des décennies, voyait une lumière à l'horizon, et elle venait de ses propres mains. La chronologie de Tindiban ressemble à une partition, chaque note frappée avec précision. Le 8 octobre 2025 à 03h17, les premiers signaux furent captés sur le réseau de renseignement sahélien. Moins de 30 minutes plus tard, Ibrahim Traoré donnait l'ordre d'exécution à partir d'un poste avancé près de Dori. Pas de longues réunions, pas de permission diplomatique. L'alliance des États du Sahel se mettait en marche, seule. Les SR5 burkinabés ouvrirent le bal. Leur salve illumina le désert, traçant des arcs de feu au-dessus des dunes. Chaque impact était calculé d'après les coordonnées envoyées par les drones maliens. Puis, la cavalerie légère nigérienne entra dans la danse, motorisée, rapide, silencieuse. En moins de 3 heures, le triangle de Tindiban fut verrouillé sur 3 axes. Le bruit, la poussière, la précision, tout convergeait vers un même objectif, empêcher l'ennemi de respirer. Pendant ce temps, à Bamako, le centre de commandement AES tournait à plein régime. Des écrans affichaient des images thermiques, des flux radio, des signaux GPS artisanaux. L'ingénierie locale remplaçait la dépendance satellitaire. Ibrahim Traoré, casque sur les oreilles, observait en silence. Il savait que ce n'était plus seulement une bataille militaire, mais un examen politique. Chaque minute gagnée devenait un argument pour l'autonomie du Sahel. À Dizay, la deuxième phase débuta. Les troupes au sol encerclèrent les poches de résistance. Un ancien capitaine malien raconta plus tard « Il ne s'attendait pas à nous voir arriver d'en bas, ni aussi vite. » L'effet de surprise fut total. Les motos ennemies, souvent l'arme de leur mobilité, furent détruites en quelques salves. Sans carburant, sans communication, les cellules terroristes se désintégrèrent les unes après les autres. Vers midi, la poussière de Tindiban retomba. Les transmissions radio cessèrent. Les soldats avancèrent dans un silence irréel, découvrant les débris, les cartes, les ordinateurs encore allumés. Aucune perte du côté sahélien. Ce fut le premier miracle, celui qu'aucune puissance étrangère n'avait jamais accompli ici. Une victoire sans cercueil. L'après-midi, les convois AES transportèrent à l'épreuve du succès. Documents, armes, disques durs vers Niamey. L'analyse révéla un réseau s'étendant jusqu'à la Libye et au Soudan. Cette découverte transforma la victoire tactique en atout stratégique. Ibrahim Traoré, debout devant la carte du Sahel, prononça simplement « Nous venons de prouver que l'intelligence, la mobilité et l'unité ne sont pas des slogans, mais des armes. » Quand le soleil disparut derrière les dunes, le silence revint sur Tindiban. Mais ce silence n'était plus celui de la peur, c'était celui d'un continent qui venait de se souvenir de sa force. Les chiffres de Tindiban ne sont pas des slogans, ils sont la mesure d'une bascule historique. En moins de 48 heures, 1230 km de territoire ont été sécurisés, 287 positions ennemies neutralisées et pas une seule perte côté sahélien. Chaque donnée raconte la même histoire. Coordination, vitesse, précision. Pour Ibrahim Traoré, ces nombres ne sont pas des trophées, mais la preuve d'un modèle opérationnel africain capable de rivaliser avec les standards internationaux. Le premier indicateur, c'est la vitesse d'intervention. Avant l'AES, la réponse moyenne à une attaque terroriste dépassait 72 heures. À Tindiban, elle fut ramenée à moins de 6. Cette réduction de 91% n'a pas seulement surpris les observateurs militaires, elle a bouleversé la perception du temps de décision en Afrique de l'Ouest. Chaque heure gagnée équivalait à des vies sauvées, à des villages préservés, à un espoir consolidé. Deuxième donnée, la densité d'appui logistique. 9 corridors ont été tracés simultanément entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec un taux de défaillance inférieur à 2%.
Ce chiffre, apparemment technique, cache une révolution. Pour la première fois, 3 nations sahéliennes ont alimenté une opération militaire commune sans dépendre d'aucun fournisseur extérieur. Le carburant, les munitions, la maintenance, tout fut planifié et exécuté localement. Dans les entrepôts improvisés de Gao ou de Dori, on entendait une phrase revenir. « Nous sommes nos propres logisticiens ». Troisième indicateur, la perception civile. Les enquêtes menées après l'opération montrent qu'à Tindiban, 84% des habitants interrogés affirment avoir retrouvé confiance dans leurs forces armées nationales. Un chiffre inédit dans une région où, 10 ans plus tôt, ce taux ne dépassait pas 30%. Cette progression n'est pas qu'une statistique, elle traduit un changement psychologique majeur. L'idée que la sécurité ne vient plus d'ailleurs, mais d'ici. Enfin, la donnée la plus parlante reste l'absence totale de pertes humaines du côté AES. Ibrahim Traoré, interrogé par un journaliste à Niamey, répondit simplement « Ce n'est pas la victoire du hasard, c'est la victoire du calcul et du respect de chaque vie africaine. » Sous cette formule se cache l'ossature d'une doctrine. Frapper fort, mais frapper propre. Les manuels militaires de Bamako et de Ouagadougou enseignent désormais cette équation. Intelligence, plus mobilité, plus unité, plus souveraineté mesurable. Ces chiffres, répétés, vérifiés, diffusés, construisent plus qu'un récit. Ils bâtissent une norme. Le Sahel, longtemps réduit à des statistiques de pauvreté ou de conflits, s'offre désormais un autre vocabulaire numérique, celui de la performance. Et c'est là, dans cette rigueur nouvelle, que réside la vraie victoire d'Ibrahim Traoré. Les critiques de l'opération de Tindiban n'ont pas tardé. Certains observateurs occidentaux ont soutenu que le succès de l'alliance sahélienne n'était qu'un effet de surprise, une victoire ponctuelle impossible à reproduire. D'autres ont insinué que Ibrahim Traoré ne faisait que remplacer une dépendance par une autre, troquant le soutien occidental contre une influence régionale trop centralisée. Ces arguments méritent d'être entendus, car c'est en les affrontant qu'un modèle devient solide. Première objection, la durabilité. Oui, le Sahel a remporté une bataille, mais peut-il maintenir cette cadence face à des réseaux terroristes mouvants ? La réponse réside dans la structure même du système AES, décentralisé, fondé sur la coordination locale. Les centres de commandement sont désormais interconnectés et chaque brigade peut agir sans attendre d'ordre venus du sommet. Cette flexibilité, héritée du terrain, constitue la meilleure garantie de longévité. Deuxième objection, le manque de ressources. Les détracteurs rappellent que les budgets militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso restent inférieurs à 1% du PIB, mais c'est précisément cette contrainte qui a favorisé l'innovation. L'ingénierie frugale, drones recyclés, logiciels open source, véhicules adaptés au sable, est devenue un avantage compétitif. Comme le répète Ibrahim Traoré, nous ne manquons pas d'argent, nous manquons d'autonomie intellectuelle. Enfin, on accuse souvent l'AES d'isoler le Sahel du reste du monde. Pourtant, le mouvement inverse est en cours. Les universités africaines étudient le modèle Tindiban comme un cas d'école de stratégie endogène. Le Ghana, la Guinée, le Tchad y voient s'acquérir la preuve qu'une coopération sud-sud n'est pas un slogan, mais une méthode. Face à ses détracteurs, Ibrahim Traoré n'élève pas la voix. Il laisse parler les faits. Stabilité accrue, retour des réfugiés, reprise des marchés. Et dans un continent habitué à attendre des solutions extérieures, la plus grande révolution est peut-être celle-ci. Osez croire que la compétence peut être locale. Nous avons gagné plus qu'une bataille. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré à Tindiban, résume le tournant du récit. Le midpoint ne fut pas un événement militaire, mais un basculement moral. La peur venait de changer de camp. Dès le lendemain de la victoire, les images diffusées par les radios locales montraient des villages repeints, des écoles rouvertes, des marchés réanimés. Le symbole était fort. La reconstruction commençait avant même la fin des décombres. Pour la première fois, l'Afrique n'attendait plus l'approbation du monde pour célébrer sa résilience. Mais le choc le plus profond fut intérieur. Dans les casernes du Burkina Faso et du Niger, les jeunes officiers voyaient en Ibrahim Traoré la preuve qu'un Africain pouvait diriger, innover, gagner, sans tutelle. Ce sentiment d'appartenance,
invisible et contagieux, s'étendit bien au-delà du Sahel. Les analystes parlaient au syndrome Tindiban, une contagion de confiance, un virus d'autonomie. Le milieu du récit était atteint. Désormais, il ne s'agissait plus de vaincre, mais de se maintenir debout. Et dans cette posture nouvelle, chaque soldat, chaque citoyen devenait gardien d'un réveil collectif. Les conséquences de Tindiban dépassent largement le champ militaire. Elles se lissent dans 4 sphères, nationale, économique, sociale et régionale. 4 cercles où l'effet Ibrahim Traoré s'est inscrit durablement. 1. Niveau national, Burkina Faso. Quelques semaines après la victoire, le gouvernement lança le programme de reconstruction du Nord. 63 villages reconnectés à l'électricité, 14 écoles rouvertes, 3 hôpitaux de campagne transformés en structures permanentes. Ces chiffres, modestes en apparence, marquaient le retour de l'État dans des zones autrefois abandonnées. Ibrahim Traoré visita lui-même Arbinda, serrant la main de cultivateurs qui, pour la première fois depuis des années, parlèrent d'avenir plutôt que de survie. 2. Niveau économique, reprise du commerce régional. La sécurité retrouvée fit renaître les routes. Le trafic transsaharien augmenta de 27% entre octobre 2025 et mars 2026. Les camions transportant mil, coton et bétail reprirent la traversée jusqu'à Gao et Agadez. Des coopératives locales, soutenues par l'AES, mirent en place un système d'assurance mutuelle, innovation inédite dans la zone. Ce redémarrage progressif créa une chaîne de confiance. Chaque échange devenait une preuve que la guerre pouvait reculer. 3. Niveau social, la dignité retrouvée. Les marchés vibrèrent à nouveau. Les femmes, longtemps contraintes à l'exil intérieur, reprirent leur rôle de commerçantes et de formatrices. Les radios communautaires diffusèrent des messages d'espoir en plusieurs langues, du mouré au haoussa. Dans les écoles, on enseignait désormais la bataille de Tindiban comme un chapitre d'histoire contemporaine, symbole d'unité et de stratégie. Ibrahim Traoré y était mentionné non pas comme héros solitaire, mais comme déclencheur d'une intelligence collective. 4. Niveau régional, le nouveau pacte sahélien. Les armées du Mali et du Niger adoptèrent la doctrine Tindiban. Frapper court, coordonner large, compter sur l'humain. Un conseil permanent fut installé à Niamey pour superviser les projets communs. Les chefs d'État du Ghana, de la Guinée et du Tchad vinrent observer le modèle. Dans les rapports de l'Union africaine, le Sahel cessa d'être classé zone rouge et fut redéfini région de transformation stratégique. Ces résultats n'effacent ni la pauvreté ni les tensions, mais ils changent le vocabulaire. Le mot crise recule, celui de construction progresse. Et dans les discours du continent, une formule revient, simple mais puissante. Nous avons cessé d'attendre. Sous cette phrase, la marque d'Ibrahim Traoré s'imprime comme une signature invisible, celle d'un homme qui a transformé la douleur en méthode et l'espoir en système. L'avenir du Sahel, après Tindiban, se dessine selon 3 trajectoires possibles, la prudente, l'ambitieuse et la critique. Ibrahim Traoré, dans ses entretiens, parle rarement de victoire finale. Il préfère le mot stabilité mesurable, un objectif qui évolue au rythme des saisons et de la confiance des peuples. Ian Dawkins. Scénario de base, consolidation. Dans ce cas, l'AES maintient la coordination militaire actuelle tout en développant ses infrastructures civiles. Les effectifs mixtes Burkina-Mali-Niger demeurent autour de 40 000 hommes, soutenus par un réseau de 30 drones et 12 bases tactiques. La priorité, sécuriser les routes commerciales et renforcer la chaîne alimentaire. Ce scénario suppose un financement interne suffisant et une cohésion politique stable. 2. Scénario optimiste, expansion régionale. Ici, le modèle Tindiban inspire d'autres États. Le Ghana, le Tchad ou la Guinée pourraient s'associer à l'AES pour former un pôle de sécurité ouest-africain indépendant. Les ingénieurs du Sahel partageraient leurs technologies de surveillance et les académies militaires adopteraient la doctrine intelligence-mobilité-unité. Dans cette hypothèse, la croissance moyenne du PIB régional pourrait dépasser 4%, entraînée par la réouverture complète des corridors transsahariens. Mais cette réussite suppose un consensus rare, confiance entre partenaires et neutralisation des ingérences extérieures. 3. Scénario critique, pression et fragmentation.
Les sanctions économiques et la désinformation étrangère pourraient fragiliser la cohésion interne. Des divergences entre les commandements nationaux réapparaîtraient, ralentissant les opérations communes. La baisse du moral ou du financement ramènerait le Sahel dans une spirale de dépendance. Pour Ibrahim Traoré, ce risque est réel. Le prochain combat ne sera pas contre des hommes, mais contre la fatigue et le doute. Ces trois voies-là ne sont pas mutuellement exclusives. Elles forment la carte mentale d'un continent qui apprend à planifier son avenir sans traducteur. Et comme il le dit souvent, si nous pouvons partager le sang, alors nous pouvons partager le pain. Ce que Tindiban a déclenché dépasse le registre militaire. C'est une émotion collective, une fibre intime qui touche ceux qui, loin du front, vivent encore les répercussions de la guerre. Dans les villages de Kaya ou de Tillabéri, les gens racontent que le soir, on entend à nouveau les tambours, les rires, les prières au lieu des tirs. Ces sons ordinaires sont devenus les battements d'une renaissance. Ibrahim Traoré, conscient de cette dimension, multiplie les visites sans protocole. Il écoute les anciens, s'assoit sur les nattes, parle de patience et de travail. Chaque échange devient un acte politique. Redonner une voix à ceux qu'on n'entendait plus. Un instituteur de Djibo lui a dit un jour « Avant, nos élèves dessinaient des soldats étrangers. Maintenant, ils dessinent les nôtres. » Cette anecdote, reprise par les radios communautaires, symbolise le basculement psychologique du Sahel. Dans les grandes villes, l'impact se prolonge autrement. Les jeunes entrepreneurs montent des start-up de sécurité numérique, les journalistes locaux forment des collectifs d'investigation et les femmes créent des coopératives de commerce transfrontalier. La victoire est devenue un levier social. Non pas un cri de triomphe, mais une discipline du possible. Si eux ont réussi, pourquoi pas nous ? À ce stade, le message de Tindiban se transforme en miroir. Il ne s'adresse plus seulement aux Africains du Sahel, mais à tous ceux qui ont un jour douté de leur propre pouvoir. Et c'est là que le récit de Ibrahim Traoré cesse d'être militaire pour devenir humain, une pédagogie de la dignité partagée. Pour transformer la victoire en structure durable, Ibrahim Traoré a présenté un plan articulé en 5 étapes, simple dans sa forme, exigeant dans sa mise en œuvre. Chaque étape s'ancre dans un verbe, comprendre, stabiliser, produire, former, transmettre. 1. Comprendre. L'AES a instauré un système d'écoute civilo-militaire. Chaque région dispose d'un comité réunissant officiers, enseignants, chefs coutumiers et ingénieurs. Objectif. Identifier les besoins prioritaires avant toute opération, afin que la sécurité ne soit jamais dissociée du quotidien. 2. Stabiliser. Les zones libérées de Tindiban servent désormais de laboratoire. Des patrouilles mixtes Mali, Burkina, Niger garantissent la continuité de l'ordre public pendant 6 mois avant la remise aux autorités civiles. Ce protocole, appelé « transition apaisée », a déjà réduit de 40% les incidents post-conflit. 3. Produire. Les anciens dépôts militaires sont convertis